Je le disais, bonjour, Baudouin de la Tour. Bonjour. Bienvenue à cette conférence. Je le disais, vous êtes le président de TSG et on va revenir dans les 20 minutes qui viennent sur l'extraordinaire trajectoire de rebond de cette entreprise. Avant de rentrer dans le détail, dans l'historique et puis dans le plan de retournement que vous avez déployé, je vous demanderai peut-être en quelques mots de nous préciser, de nous dire quel est le métier de TSG. Oui, merci Emmanuel. Donc, on va parler d'un retournement qui est décorrélé de la crise du Covid, dont on a parlé aujourd'hui et ce matin, et sous l'angle interne, puisque les intervenants précédents étaient des conseils et des experts. Donc là, c'est l'éclairage interne du retournement. Donc TSG est la partie distribution-service d'un groupe qui s'appelait Tokem. Donc TSG, c'est Tokem Service Group, qui était un groupe diversifié, comportant des divisions industrielles, systèmes, technologies, paiement, et puis donc distribution et services. Ce groupe Tokem a été scindé en deux en 2016. Une partie a été vendue à un groupe américain, qui est le groupe Dover, et à la suite de ce carve-out, de la cession des activités industrielles et systèmes à Dover, le management, conduit par moi-même, avons repris le reste, c'est-à-dire la partie qui n'avait pas été souhaitée et donc vendue au groupe américain. Nous sommes partis dans l'aventure de la reprise en management buyout de cette partie qui était, on en avait parlé ensemble Emmanuel, définie en creux, c'est-à-dire qu'un objet parfaitement optimisé a été cédé par le fonds d'investissement. Donc ça, c'est le périmètre qui est parti à Dover quand tu dis l'objet optimisé. Ouais. Et donc la partie qui restait, c'est donc devenu TSG. On est parti avec un passif structurel, puisque dans le proforma du carve-out qui a été piloté par le management avec l'aide de Eight Advisory, on avait un proforma d'EBITDA négatif et un business qui était donc structurellement déficitaire. Et une activité qui était également, sur le plan stratégique, on y reviendra, très orientée sur, disons, l'ancienne économie, l'économie pétrole. Peut-être Baudouin, ça vaut peut-être le coup que vous nous disiez précisément, là on est dans le contexte, voilà, l'activité. L'activité avant, on viendra ensuite au repositionnement stratégique que vous avez opéré dans le cadre de ce plan de retournement, mais si aujourd'hui, la photo à l'instant T, je vous demande c'est quoi TSG, qu'est-ce que vous me répondez ? TSG, c'est un acteur de la transition énergétique appliquée à la mobilité. Donc TSG a commencé par une activité finalement d'installation d'équipements et de services et de systèmes à destination des stations-service, donc des réseaux de stations-service. Et TSG est en train de se transformer en un acteur de la mobilité sur les nouvelles énergies, avec une activité de plus en plus importante sur la partie électrique, sur la partie gaz, hydrogène. Et donc, on participe à la création de l'infrastructure de demain qui permettra aux véhicules de rouler avec autre chose que du pétrole, diesel ou essence. Et les stations-service telles qu'on les connaissait, si je puis dire, un peu historiquement. Alors donc ça c'est votre activité. Vous nous avez très bien remis en perspective la naissance finalement de cette activité, de cette entreprise TSG, par le biais de ce carve-out, donc vous nous l'avez dit, qui a été fait en 2016. Et ce sentiment, on le sent, d'avoir été finalement votre activité, celle qui n'a pas été reprise par TSG. Vous m'avez même utilisé l'expression les laisser pour compte un peu de ce deal, et vous êtes parti la fleur au fusil pour redresser votre entreprise. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est un aspect important de l'élément humain du retournement qui est capital. On a parlé des outils, on parlera peut-être de ce schéma et ce plan de retournement. Le fait que les équipes qui n'ont pas été incluses dans le transfert au groupe américain ont eu ce sentiment d'être en effet les laissés pour compte et d'être finalement des équipes qui étaient sur une activité qui était condamnée. Et donc ça a été un petit peu le début d'un retournement des mentalités, je dirais, qui est presque indispensable à un retournement économique, qui a eu cette réaction de fierté, cette réaction de finalement de défense d'un outil et d'une activité qui leur paraissait
et qui nous paraissait possible à retourner. Alors justement, comment vous l'avez retourné cette entreprise? On imagine qu'il y a des volets un peu classiques comme dans tout plan de retournement sur de l'opérationnel, du stratégique et puis de l'humain, cette dimension que vous évoquiez. Si on commence peut-être par le volet opérationnel, qu'est-ce que vous avez entrepris très concrètement? Alors sur le plan opérationnel, le détourage de l'activité qui a été cédée ayant été optimisé pour définir un objet le plus rentable possible à l'acheteur, par défaut, je dirais, l'ensemble des superstructures ou l'ensemble des overheads un petit peu excédentaires ont été laissés dans l'activité en question, dans ce qui est devenu TSG. Imaginez un groupe diversifié, industriel, service, sur 5 continents, porte des structures, porte un ensemble de charges fixes qu'il a fallu sortir puisqu'on s'est retrouvé avec une activité beaucoup plus simple, service, distribution, sur essentiellement l'Europe. Donc ça, c'était le premier aspect. L'autre aspect est un aspect presque de gestion lean, d'amélioration opérationnelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une activité de service, en l'occurrence, on a commencé avec quelque chose comme 1800 techniciens. Ce sont des gens qui sont dans des camions avec des pièces détachées. Ils parcourent les routes pour aller de point en point de réparation et d'installation. Donc on parle de millions d'interventions. Et donc là, il y a un travail extrêmement important et finalement minutieux, un travail de longue haleine, qui est un travail d'amélioration continue, qui consiste à faire en sorte de passer moins de temps sur les routes, passer moins de temps à faire des interventions, être plus efficace, éviter de retourner une deuxième fois, faire une réparation quand la première n'a pas pu être faite correctement. Donc c'est vraiment un travail minutieux de terrain qui s'est accéléré parce que le management a pu être complètement focalisé sur cette activité et sur ce travail de retournement et qui se continue encore parce que l'amélioration continue, c'est plutôt un mode d'esprit, c'est pas une méthode de gestion, mais ça a été un élément important puisque, encore une fois, imaginez 1 million, 1,5 million d'interventions. Si vous arrivez à réduire ne serait-ce que de 1% le nombre d'interventions nécessaires, ça tombe directement sur la bottom line. Donc superstructure, efficacité des process, de l'organisation. Et le troisième point de ce volet opérationnel? Le troisième point, c'est le cash. Longue expérience en tant que dirigeant et équipe sous LBO de l'attention au cash. Il a fallu trouver une nouvelle façon d'envisager finalement le business model sur le plan de la gestion de trésorerie. Et le point essentiel, au-delà du travail, je dirais, là encore extrêmement laborieux sur la diminution du BFR, le point essentiel, ça a été un travail en interne et avec les clients pour changer un petit peu la mentalité vis-à-vis d'un contrat de maintenance. Dans le système dont vient, le contrat de maintenance se facture au mois et se paye à 30, 60, 90 jours. Et dans le système qu'on a mis en place, je dirais à la force du poignet dans les dernières années, on a fait comprendre aux clients qu'il était envisageable de facturer en début de période et pas en fin de mois ou en fin de trimestre, en début de mois, en début de trimestre, tout en gardant les mêmes conditions de paiement. Donc on a un petit peu renversé la donne de ce point de vue-là et ça nous a fait un levier d'amélioration de cash qui nous a permis de nous en sortir. Et du coup, vous avez atteint le break-even assez rapidement? En fait, on a atteint le break-even dès la première année. Par rapport à un pro forma négatif de quelques millions d'euros, on a été break-even dès la première année parce qu'on a été très vite, on a finalement commencé le retournement avant la signature et le closing du management buyout. Alors ça, c'était pour la partie, vous l'avez dit, cash, opérationnel, industriel. Venons-en à la partie, à l'accompagnement du repositionnement stratégique qui était vraiment la pierre angulaire aussi de votre retournement. Vous l'avez dit tout à l'heure quand vous avez présenté l'entreprise, facilitateur de transition énergétique. Vous nous avez parlé de la dépendance au pétrole, station-service. Quel était l'objectif que vous avez poursuivi quand vous avez voulu repositionner l'activité de TSG? La première constatation, quand on était à l'origine, au départ de cette aventure, c'est de prendre conscience que l'activité service était une activité inféodée finalement à l'activité industrielle. En d'autres termes,
on ne faisait du service, de la maintenance, de l'installation et des services associés que pour vendre mieux et plus de hardware. Donc le premier axe finalement de retournement stratégique a été de considérer que le hardware devenait secondaire, l'activité de distribution devenait secondaire par rapport au core business qui devait basculer vers un core business de services et de solutions. Donc ça, c'est la première chose qui permet, encore une fois, aux équipes de ne plus penser en termes de qu'est-ce que je peux faire pour vendre plus de produits, mais qu'est-ce que je peux faire pour vendre plus de services. Le deuxième élément, c'est un élément, je dirais, il a fallu aussi d'abord s'adapter à l'environnement et puis avoir un marché potentiel qui devait grandir. Je pense qu'il a échappé à personne que la distribution de carburant traditionnel, diesel, essence, c'est pas un secteur qui va croître dans les années qui viennent. C'est un secteur qui est extrêmement résilient parce que tant qu'il reste des voitures à essence, il faut des stations-service. Mais la croissance n'est pas dans ce secteur-là. Donc, à la fois pour se donner un potentiel de développement et aussi pour motiver les équipes et aussi pour que notre marque employeur finalement soit plus attractive, on a entamé ce basculement qui a consisté à dire nous sommes des experts du service dans un milieu qui est un milieu technique, dangereux, extrêmement régulé du service dans les stations de distribution de carburant. Cette capacité technique, cette capacité de service, cette organisation de dispatch et d'intervention sur site, on va la mettre au service de la transformation de notre secteur. Et donc, déjà il y a 5 ans, la voiture électrique était bien évidemment, c'était un secteur en pleine ébullition. Les nombres de voitures vendues étaient extrêmement faibles, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui était extrêmement puissant qui allait se dérouler. Et donc, on a acquis des conséquences, on a des compétences, on a beaucoup recruté des experts techniques sur les 2 secteurs, les 2 métiers nouveaux qu'on a voulu pénétrer, qui sont donc l'électrique et le gaz. L'électrique, tout le monde connaît, on ne va pas y revenir. Le gaz, c'est également une source d'énergie pour la mobilité qui est extrêmement intéressante, moins polluante, grande efficience. Et pour certains types de véhicules, l'électrique ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas faire fonctionner à l'électrique un camion, par exemple. Alors que sur l'hydrogène ou au LPG, c'est beaucoup plus efficace. Donc, nous nous sommes dit, nous allons participer sur la base de notre force core business pétrole. Nous allons participer à cette transformation. Nos clients ont besoin de nous. Vous imaginez que même les grands pétroliers ont vu arriver cette crise ou cette transformation avec pas mal d'angoisse. Donc, tous nos clients et des nouveaux clients qui, eux, sont intéressés uniquement par ces nouvelles énergies, ont besoin d'aide. Ce sont des technologies qui évoluent très vite. L'électricité est quelque chose qui, a priori, fonctionne mal avec le pétrole. Vous avez vu des intercelles électriques sur une station-service. Donc, nos clients ont besoin d'aide et nous nous sommes positionnés comme, en effet, un facilitateur, un apporteur de solutions et finalement le guide, un petit peu le Sherpa du client dans cette transformation. Est-ce que vous avez le sentiment que si vous aviez toujours évolué au sein de Tokheim, vous auriez pu faire ce repositionnement de passer du pétrole vers un move vers les énergies décarbonées? Est-ce que ça aurait été possible de le faire? Non, ça n'aurait pas été possible pour une raison que j'ai indiquée tout à l'heure, qui était que l'activité service était au service, si on peut dire, de l'activité hardware. Autrement dit, on s'interdisait, quand Tokheim était le groupe Tokheim donc diversifié, de se lancer dans des activités qui n'étaient pas en synergie les unes avec les autres. Et donc se lancer aussi fortement et mettre autant de ressources dans le segment électrique ou gaz, qui n'aidait pas beaucoup à vendre nos appareils, nos pompes à essence par exemple, ce n'était pas envisageable. Donc en prenant notre liberté par rapport au hardware qu'on vendait avant, on a ouvert un champ de potentiel beaucoup plus large.
très bien. Merci beaucoup, Baudouin. Alors, du coup, le dernier volet, vous l'avez dit tout à l'heure en ouverture de vos propos, c'était comment vous avez capitalisé, entre guillemets, vous, en tant que chef d'équipe, si je puis dire, sur l'énergie de vos salariés, de vos managers, pour avoir envie d'en découdre et de montrer aussi que le périmètre de TSG y recelait de la valeur. Et c'est un élément hyper important d'un plan de retournement. Vous avez dû les embarquer, les convaincre, les motiver. Qu'est-ce qui fait que cette dimension humaine, elle prend dans un plan de retournement ? Qu'on parle du top management ou de tous les salariés, de tout le corps social de l'entreprise. Je crois que il est impossible de faire un retournement sans non seulement une adhésion, mais un enthousiasme et une énergie qui vient des salariés. Ce travail d'amélioration opérationnelle n'est pas possible si vous avez des gens qui sont complètement démotivés et qui n'ont pas l'espoir et la foi dans l'avenir. Donc, en effet, au début, on a capitalisé sur des sentiments plutôt négatifs, de déception ou peut-être de colère quelquefois, de ne pas faire partie du deal qui était un deal intéressant pour les salariés qui sont partis du groupe américain. Donc, mais ça ne suffit pas pour constituer une équipe et pour mener une aventure positive. Donc, il a été extrêmement important de donner déjà confiance, redonner la foi. Et cette transformation stratégique que j'ai expliquée a été un élément essentiel. C'est-à-dire que d'une équipe qui se sentait finalement sur un secteur condamné, le secteur des stations-service, on a ouvert des perspectives qui paraissaient impossibles, en disant non seulement vous n'êtes pas condamné parce que l'infrastructure pétrolière va durer encore plusieurs décennies, mais on a cette chance incroyable de participer dans les 10-20 années qui viennent à la construction d'une deuxième infrastructure, l'infrastructure électrique. On parle de dizaines de millions de chargeurs électriques en Europe, et une troisième infrastructure, l'infrastructure gaz. Et donc, il y a un espoir formidable. L'autre aspect, il ne faut jamais le négliger, c'est l'aspect cohésion et adhésion au plan, et qui passe par énormément de communication sur vos axes stratégiques, communication sur le fait que oui, au début, on va souffrir, on va être obligé de faire des licenciements, de faire partir des gens, et ça s'explique aussi avec les partenaires sociaux qui ont adhéré au projet. Et ensuite, on va repartir à la hausse, on va reprendre, on va repartir en offensive, et on va commencer à recruter, et on va transformer de l'intérieur comme ça. Et puis il y a l'aspect motivation financière. Incentive financier. Voilà, incentive. Ouais. On avait un sujet, c'est difficile, donc sur un incentive, sur un groupe, aussi décentralisé que le nôtre. Nous sommes un groupe, on a à peu près une trentaine de pays dans lesquels on intervient, en Europe et un peu en Afrique. Chaque pays est vraiment indépendant, et même si la stratégie et la direction est commune, l'exécution est locale. Et motiver une équipe sur la performance d'un groupe total aussi diversifié, c'est difficile parce que vous éloignez l'objet de la mesure de performance et la rémunération. Donc on a mis en place un système assez original qui a consisté à dire que, en fait, à l'intérieur du management buyout, il y avait autant de LBO finalement que de filiales. Donc nous avons mis en place un système où globalement nous avons racheté 100% des parts de TSG. Ces parts ont été logées pour moitié dans des actions ordinaires pour les personnes du groupe et les personnes qui avaient un rôle finalement global dans le groupe, et des actions de performance, des trackers, des actions traçantes, dont donc 28 classes d'actions traçantes, une pour chaque pays, avec un mécanisme de valorisation qui consistait à dire, au moment de l'événement de liquidité future, de la sortie, la valorisation de ces actions n'était pas uniquement une proportion de la valeur globale, mais était une allocation de la valeur globale en fonction de KPI propres à chaque pays, donc à chaque classe d'action,
avec les bases habituelles de EBITDA, croissance d'EBITDA et génération de cash. Donc prendre en compte vraiment la performance sous-jacente des entités dans les pays, de manière décentralisée. Voilà, chaque personne, chaque manager ou chaque équipe de management, on avait 70 actionnaires en tout, avait la certitude que leur travail allait directement être mesuré et récompensé, et pas soit profiter aux autres moins performants, soit eux être pénalisés par la non-performance de leurs petits camarades. Et donc ça a été extrêmement puissant et ça a permis de fortement accélérer la transition. Alors, du coup, le résultat aujourd'hui, au bout de 4 ans, vous avez clos, on peut dire, totalement ce chapitre du retournement. Il a combien l'EBITDA à peu près? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le niveau de marge de TSG aujourd'hui? Bon, donc, partant disons d'un pro forma de -5, notre EBITDA sur l'année précédente est autour de 50 millions, un peu plus de 50 millions d'euros. Donc vous êtes passé de -5 à 50 en 4 ans, à peu près. Voilà, c'est ça. Ouais. -5 en 4 ans, avec une contribution à la fois de l'amélioration opérationnelle du core business, et aussi une partie importante, puisque en 4 ans, de zéro, on est passé un peu plus de 100 millions de chiffre d'affaires sur les nouvelles activités. Et donc, cet axe stratégique sur les nouveaux métiers a été vraiment couronné de succès. Et la croissance extrêmement forte sur les activités nouvelles, non seulement elle compense, je dirais, la stabilité ou peut-être le lent déclin du core business antérieur, mais surtout en termes de potentiel de croissance future, on a changé aussi de braquet en termes d'image. C'est-à-dire que TSG n'est plus un objet sur un segment finalement flat ou déclinant. TSG est devenu une valeur de croissance. Et en termes de nombre de personnes aussi, je dis qu'on était parti environ avec 3000 personnes. On est maintenant à plus de 4000 et on est devenu une machine à recruter parce qu'on a besoin de bras finalement pour aller installer des chargeurs ou des distributeurs de gaz dans toute l'Europe. Et le chiffre d'affaires, on parle de 650 millions d'euros aujourd'hui. Vous avez parlé des 100 millions d'euros qui viennent du métier de l'énergie décarbonée. Je fais court. Oui, c'est ça, 650 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui. Alors, du coup, ce sera ma dernière question avant qu'on clôture cette séquence. Baudouin, on voit que c'est effectivement un couronnement, vraiment un succès, ce plan de retournement. Vous avez par ailleurs, cette année, vous, TSG, fait l'objet d'une opération de LBO emmenée par HLD. Est-ce que pour vous, c'est une forme de consécration? Est-ce que pour votre équipe, c'est le fait de dire, en fait, ce LBO, il incarne aussi la réussite du retournement qu'on a mené tous ensemble depuis 4 ans? Oui, on peut dire qu'il incarne la réussite de ce retournement et il incarne aussi le fait qu'on est au début d'une nouvelle phase. On a effectivement lancé un processus en début d'année avec un sens du timing extraordinaire puisque le Covid nous est arrivé dessus en plein processus. Mais l'idée en fait au départ c'était de dire on a devant nous un potentiel tellement énorme, hein, on parle de... En fait on a triplé ou quadruplé notre marché potentiel. En allant vers le gaz, l'électrique, voilà. Etc. On a besoin d'avoir un accompagnement, je dirais, financier, nous permettant de donner des moyens de croissance, d'acquisition pour aller plus vite. Et donc on a lancé cette recherche finalement d'un partenaire financier. Il se trouve qu'en juin, donc c'est HLD, en effet, le fonds HLD avec lequel on a signé. Le closing se fait dans quelques jours. Et c'est vraiment vécu comme... c'est une continuité. C'est une nouvelle histoire. C'est une nouvelle histoire, mais c'est la continuité. Il n'y a pas de rupture. Je dirais le fit stratégique et l'accord stratégique avec HLD est parfait. Et les équipes sont motivées comme jamais, puisque même dans le cadre de cette deuxième phase, les mécanismes de rémunération et de création de valeur sont les mêmes. Les fameux management package. Voilà, exactement. Bien, eh bien, Baudouin, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous cette trajectoire, de nous avoir emmenés depuis votre sortie du giron de Tokheim jusqu'à aujourd'hui cette opération de buy-out. Du coup, vous viendrez peut-être témoigner dans notre conférence LBO pour nous parler du coup du buy-out. On pourrait avec plaisir. Réorganiser et revisiter l'histoire de cette manière-là. Merci beaucoup à vous, Baudouin, d'avoir été avec nous aujourd'hui.